La libération anticipée de Nicolas Sarkozy, après seulement 3 semaines de détention, a secoué la scène politique française et ravivé un débat brûlant sur l'exemplarité des dirigeants. Officiellement, cette sortie est conforme à la jurisprudence et ne surprend pas les juristes. Le mécanisme est classique, les règles sont respectées et la remise en liberté s'inscrit dans un processus judiciaire parfaitement courant. Pourtant, l'émotion qu'elle suscite dépasse largement les détails techniques de la procédure. Pour Ségolène Royal, l'affaire ne se joue pas dans les salles d'audience, mais dans ce qu'elle révèle ou dissimule aux yeux de la France et du monde. L'ancienne ministre, interrogée avec insistance, ne mâche pas ses mots. Selon elle, la vraie question n'est pas de savoir si la libération est justifiée, mais ce que signifie le fait qu'un ancien président, condamné pour corruption et fraude électorale, puisse aujourd'hui se poser en victime après une incarcération aussi brève. Car c'est bien là l'un de ses points d'indignation. Entendre Nicolas Sarkozy décrire sa détention comme rude, épuisante, voire traumatisante revient, dit-elle, à déplacer l'attention vers un faux martyr. La souffrance réelle, celle qui compte, reste celle des familles des victimes de l'attentat à l'origine de l'enquête, un drame humain qu'elle refuse de laisser disparaître derrière les lamentations d'un homme politique déchu. Ce contraste, souligne Royal, est d'autant plus frappant que la France aime se présenter comme un modèle de démocratie, une nation exemplaire, dotée d'institutions solides et d'un financement public des campagnes destinées à garantir l'équité du processus électoral. Or, voir un ancien chef de l'État condamné pour avoir outrepassé ses règles fondamentales et accepté des fonds issus d'un régime lié au terrorisme a provoqué, selon elle, une profonde consternation internationale. Cela fait mal au cœur, confie-t-elle, surtout pour un pays qui prétend incarner la probité démocratique. Sa voix traduit une forme de déception, presque de honte, face à l'image ternie d'une République qui peine à assumer les fautes de ses représentants les plus haut placés. Au-delà du scandale moral, un autre aspect mérite l'attention. La durée exceptionnelle de la procédure. 20 ans, 2 décennies d'appels, de pourvoi en cassation, d'expertise, de renvoi, de contre-expertise, une lenteur vertigineuse que certains ont interprétée comme un dysfonctionnement chronique de la justice française. Royal, au contraire, rappelle que cette temporalité est le résultat direct de la stratégie de défense de Nicolas Sarkozy qui a activé tous les leviers disponibles pour repousser le verdict final. Plus d'une centaine de magistrats se sont succédés sur le dossier au fil des années, preuve supplémentaire, selon elle, que le jugement ne peut être réduit à une affaire de parti pris ou à une décision solitaire. La libération anticipée n'efface donc rien, ni les faits, ni les responsabilités, ni l'impact symbolique. Elle souligne au contraire une fracture morale profonde, car pour Ségolène Royal, cette affaire touche au cœur même de la confiance politique. Comment les jeunes générations peuvent-elles croire au discours républicain lorsque ceux qui en incarnent les plus hautes fonctions se montrent incapables de respecter les règles qu'ils sont censés protéger? Où sont les modèles, demande-t-elle, pour une jeunesse déjà fragilisée par les crises sociales, climatiques et institutionnelles? À ses yeux, la libération de Sarkozy cristallise un malaise plus large. La sensation que les élites politiques évoluent dans un univers parallèle, déconnecté des exigences d'éthique et de responsabilité que l'on impose au reste de la société. Royal met en garde contre un autre danger, celui de la victimisation. Transformer les coupables en héros malheureux est, selon elle, une mécanique redoutablement efficace et profondément nocive. La République, dit-elle, ne peut se permettre cet effacement du réel. Le verdict doit être respecté, assumé et compris comme un acte de sauvegarde démocratique. À l'étranger, certains ont salué le fait qu'un ancien président puisse être condamné malgré le poids de son statut. Une preuve que la justice française, quoi qu'on en dise, reste capable de se dresser contre les puissants. La libération de Nicolas Sarkozy n'est donc pas qu'un événement judiciaire. C'est un moment politique, moral et symbolique qui interroge la manière dont la France conçoit l'autorité, la responsabilité et l'exemplarité. À travers ces mots, Ségolène Royal rappelle que la démocratie n'est pas une façade, mais une exigence quotidienne, et que la crédibilité d'une république se mesure autant dans ses institutions que dans la droiture de ceux qui la dirigent. L'affaire Sarkozy ne se résume pas à une simple irrégularité comptable ou à un dépassement budgétaire mal maîtrisé. Pour Ségolène Royal, elle s'inscrit dans une chaîne de dérives beaucoup plus grave, où se mêlent financement illégal, manipulation, opérations clandestines et exploitation cynique de réseaux étrangers liés au terrorisme. Une réalité que le procès a mise en lumière, mais dont, selon elle, la véritable ampleur reste encore sous-estimée. L'un des éléments les plus troublants concerne les liens tissés par des proches de Nicolas Sarkozy avec un terroriste pourtant sous mandat d'arrêt international. L'objectif, obtenir des fonds en liquide pour influencer une campagne présidentielle.
Royal ne cache pas son effroi en rappelant ces révélations. « C'est effroyable », dit-elle, rappelant que plusieurs dizaines de Français ont perdu la vie dans l'attentat à l'origine de l'enquête et que ces connexions financières entretiennent une zone grise moralement explosive. À ses yeux, il est impossible d'entendre les plaintes d'un ancien président sur les conditions de détention sans penser aux familles qui portent un deuil silencieux, trop longtemps relégué à l'arrière-plan, mais l'affaire prend aussi pour elle une tournure plus personnelle. Royal affirme avoir été directement visée par des tentatives de déstabilisation pendant la campagne, ce qu'elle appelle de la barbouzerie, des techniques d'infiltration, de surveillance et d'intimidation plus proches des services clandestins que de la joute démocratique. Les plans de son domicile ont été retrouvés chez Bernard Squarcini, alors directeur du renseignement. 3 intrusions ont été constatées dans son logement, toujours à des moments stratégiques. Les ordinateurs de ses collaborateurs ont été volés en une seule nuit, dans un acte coordonné qui ne doit rien au hasard. À cela s'ajoute une mise en scène médiatique savamment orchestrée, alimentée par des fuites ciblées destinées à fragiliser sa campagne. Si la justice n'a pas établi de lien direct prouvant que Nicolas Sarkozy avait ordonné ces actions, elle a cependant démontré qu'il ne pouvait ignorer les concessions financières douteuses, ni l'origine des fonds rapatriés. C'est là que réside, selon Royal, la gravité de la situation. Un candidat à la présidence ne peut pas se déclarer innocent tout en profitant d'un système qui opère à la frontière de la criminalité internationale. Pour elle, l'affaire ne porte pas seulement sur un dépassement budgétaire. Elle révèle un mécanisme de corruption politique d'une ampleur inédite dans la Ve République. Ces irrégularités ont eu un impact direct sur l'équité du scrutin. Les observateurs, français comme étrangers, avaient déjà relevé à l'époque un déséquilibre flagrant des moyens entre les 2 candidats. Avec les révélations du procès, ce déséquilibre prend aujourd'hui une dimension nouvelle. Royal va jusqu'à déclarer que, pour une réparation morale juste, il aurait fallu inverser les résultats, une phrase forte qui traduit le sentiment que la démocratie elle-même a été trahie. Non seulement les électeurs du camp adverse ont été floués, mais même les partisans de Sarkozy ont été manipulés, dit-elle. S'ils avaient été su avant, jamais ils ne l'auraient désigné comme candidat. L'analyse de Royal ne s'arrête pas aux manipulations électorales. Elle fait un lien direct entre certaines décisions politiques majeures, notamment l'intervention militaire en Libye et la montée en puissance des groupes terroristes responsables des attentats qui ont frappé la France. Elle rappelle que l'élimination de Kadhafi a plongé la région dans un chaos profond, permettant aux factions armées de se développer avant de frapper le territoire français. Barack Obama lui-même, souligne-t-elle, a reconnu a posteriori que l'opération avait été une erreur catastrophique, dont les conséquences se font encore sentir aujourd'hui. De cette lecture globale émerge un constat implacable. L'affaire Sarkozy n'est pas un épisode isolé, mais un nœud où se croisent corruption politique, fragilité démocratique, erreurs stratégiques internationales et souffrances humaines. Pour Royal, ne pas reconnaître cette interdépendance reviendrait à minimiser le traumatisme collectif qui s'en est suivi. Enfin, elle insiste sur ce qui constitue le cœur de son argument. La dignité républicaine ne se mesure pas uniquement à la sévérité d'une peine ou à la durée d'une détention, mais à la capacité d'une nation à affronter la vérité sur ses dirigeants. Accepter que la justice condamne un ancien chef d'État est un signe de force, mais fermer les yeux sur les responsabilités plus profondes reviendrait, selon elle, à laisser les fondations de la démocratie se fissurer. 10 ans après les attentats du 13 novembre 2015, la France commémore l'une des pires tragédies de son histoire contemporaine. Le Bataclan, les terrasses parisiennes, le Stade de France, autant de lieux devenus symboles d'un traumatisme collectif profond qui continue d'imprégner les mémoires. Pour Ségolène Royal, ces commémorations ne peuvent pas rester de simples rendez-vous cérémoniels. Elles doivent être l'occasion de nommer les enchaînements politiques qui ont rendu possible, selon elle, les actions terroristes ayant ensanglanté le pays. L'une de ses affirmations les plus saisissantes concerne l'intervention militaire en Libye en 2011, décidée et portée par Nicolas Sarkozy. À ses yeux, ce choix stratégique, présenté à l'époque comme un acte de libération du peuple libyen, a constitué la matrice du chaos sécuritaire qui allait s'étendre dans toute la région sahélo-saharienne. C'est l'élimination de Kadhafi qui a tout déclenché, affirme-t-elle sans détour. Les bombardements ont désintégré les structures de l'État libyen, laissé des arsenaux entiers aux mains de groupes armés et provoqué une fragmentation géopolitique qui, à terme, a permis à des organisations terroristes de s'organiser, de se renforcer, puis de frapper l'Europe. Ce constat, Royal n'est pas seul à le dresser. Elle rappelle que Barack Obama lui-même a publiquement reconnu que l'intervention avait été sa pire erreur stratégique. Au-delà de l'aveu, elle y voit une confirmation tardive mais essentielle. La France, en menant cette opération, a pris part à un engrenage géopolitique dévastateur, dont les répercussions continuent de se faire sentir, non seulement au Maghreb, mais bien au cœur des villes françaises.
Pour elle, les attentats ne sont pas seulement des événements tragiques. Ils constituent le symptôme d'une fragilité internationale créée par des décisions mal anticipées. Cette lecture, exigeante et parfois controversée, vise à rappeler que les politiques étrangères ne peuvent être dissociées des conséquences intérieures. Chaque intervention militaire porte en elle les germes d'un avenir plus ou moins stable. Et la Libye en est l'illustration la plus dramatique. L'émotion de Royal, lorsqu'elle évoque les témoignages des familles, reste palpable. Elle parle d'histoires effroyables, d'une douleur insoutenable. La dimension humaine demeure au centre de son discours. Derrière chaque analyse géopolitique, il y a des vies détruites, des familles brisées, des destins fauchés. Ce devoir de mémoire, dit-elle, doit être guidé par une exigence morale, empêcher que les erreurs politiques du passé se répètent. Cette décennie post-attentat est également, selon elle, révélatrice d'un mal profond qui touche la jeunesse. Les jeunes qu'elle rencontre, notamment lors de ses séances de dédicaces, expriment une inquiétude constante. Peur de l'avenir, sentiment de fragilité, impression d'être les héritiers d'un monde instable, on est angoissé, on ne sait pas ce que demain nous réserve, lui disent-ils. Ce climat de vulnérabilité royale le relie directement à la succession de crises qui ont marqué leur adolescence et leur entrée dans l'âge adulte. Terrorisme, dérèglements climatiques, conflits internationaux, crises économiques. Elle parle alors d'une génération déstabilisée, en quête de repères, mais également profondément attachée au modèle français. Malgré leurs inquiétudes, ces jeunes revendiquent une fierté pour la culture nationale, le système social, l'identité française. C'est précisément cette contradiction entre attachement et désillusion qui lui semble la plus préoccupante. On a l'impression que tout s'effrite, disent-ils. Une phrase qui résume le sentiment diffus d'un pays qui doute de lui-même. Pour Royal, la question centrale devient alors qui protège cette jeunesse, qui apaise ses peurs, qui lui donne confiance. Elle détourne volontairement l'expression qui gardera les enfants. Pour évoquer symboliquement les enfants de la patrie, ces jeunes Français qui observent avec anxiété la violence du monde et qui attendent de leurs dirigeants non pas des postures de puissance, mais des gestes de protection, de lucidité et de responsabilité. Particulier de son discours s'inscrit dans une vision plus large, celle d'une France qui a manqué certains rendez-vous avec l'histoire, mais qui peut encore redresser la trajectoire si elle accepte de regarder en face les erreurs commises. À ses yeux, affronter l'héritage de la Libye et des attentats n'est pas un exercice de culpabilisation, mais un passage nécessaire pour reconstruire la confiance collective. Ainsi, les commémorations ne doivent pas être une simple répétition de discours officiels. Elles doivent ouvrir un espace de vérité. Et cette vérité, insiste-t-elle, commence par reconnaître que certaines décisions politiques ont eu des conséquences tragiques sur la sécurité nationale. Une reconnaissance indispensable, dit-elle, pour bâtir enfin un avenir où les erreurs du passé ne dicteront plus les peurs du présent. À mesure que Ségolène Royal déroule son analyse, un fil rouge apparaît clairement. La crise profonde qui traverse la classe politique française, une crise de comportement, de valeurs, de relations avec les citoyens qui dépasse largement les frontières partisanes. Selon elle, les dirigeants actuels semblent avoir oublié l'essentiel. La politique n'est pas un combat d'ego, mais un engagement moral, presque un acte de soin vis-à-vis du peuple. Et c'est précisément cette rupture que les jeunes générations perçoivent avec le plus d'inquiétude. Royale décrit une scène politique marquée par une forme de brutalité permanente. Elle parle de virilisme toxique, une expression qu'elle n'emploie pas à la légère. Ce qu'elle observe, dit-elle, c'est une montée d'agressivité, de mépris, de conflits artificiels, de batailles d'images. Les oppositions s'enferment dans une logique de pugilat, davantage centrée sur la performance médiatique que sur la résolution concrète des problèmes. Les débats deviennent des joutes sonores, les désaccords se transforment en affrontements, et les citoyens, pris entre ces lignes de force, n'y voient plus qu'un spectacle lassant, souvent déconnecté de leurs préoccupations réelles. L'épisode des Gilets jaunes constitue, dans son analyse, un symbole frappant de cette dérive. Elle relève que le mouvement, pourtant né d'une souffrance sociale authentique, a été traité avec une dureté disproportionnée. Plutôt que d'apporter écoute, empathie et compréhension, les autorités ont, selon elle, choisi la répression, entraînant une fracture durable entre l'État et une partie de la population. Au lieu de leur tendre la main, on leur a envoyé des coups, résume-t-elle. Une attitude qu'elle juge non seulement injuste, mais surtout destructrice pour le lien civique. Cette rupture se retrouve également dans les décisions quotidiennes. Royal raconte combien il était difficile, lorsqu'elle était ministre, de faire adopter des mesures protectrices concernant les enfants. Lutte contre la pédophilie dans l'éducation nationale, lutte contre le racket scolaire, contre le harcèlement ou encore contre les bizutages mortels dans certaines grandes écoles. Chaque initiative se heurtait, dit-elle, à une résistance institutionnelle surprenante, faite d'incrédulité, de minimisation, voire de cynisme. « Qu'est-ce que ça te rapporte ?» lui demandait-on régulièrement. À
À ses yeux, cette question résume à elle seule le glissement du politique vers une logique d'intérêt personnel plutôt que de souci du bien commun. Elle évoque notamment le cas tragique de ce jeune homme mort lors d'un bizutage à l'École supérieure de commerce de Paris. Traîné, nu dans la neige, alcoolisé à l'excès, il avait succombé à des pratiques ritualisées dont personne ne voulait admettre la dangerosité. Royal confie avoir accompagné des parents en pleurs au tribunal, seul, face à une institution qui préférait nier plutôt que protéger. Ces scènes, douloureuses, illustrent pour elle l'incapacité chronique du pouvoir à se mettre du côté des plus vulnérables. Dans son livre, elle affirme que la politique, c'est un acte d'amour. Une phrase qui peut surprendre, mais qu'elle explique avec une simplicité désarmante. Gouverner, c'est vouloir le bien du peuple, protéger les plus faibles, encourager ceux qui doutent, réparer les injustices. À l'inverse, lorsque la politique devient une arène où prime la compétition d'orgueil, elle cesse de remplir sa mission fondamentale. C'est cela qui, selon elle, mine aujourd'hui la confiance des Français et fragilise l'idée même de république. Ce décalage entre l'idéal et la réalité engendre une conséquence dramatique, la désaffection civique. Les jeunes, en particulier, ne se reconnaissent plus dans une classe politique qui leur apparaît distante, méprisante, voire hostile. Ils voient des responsables préoccupés par leur image, leur carrière, leur stratégie d'alliance, mais rarement par la résolution authentique des problèmes. On leur parle comme s'ils étaient incapables de comprendre, déplore Royal. Et lorsque les citoyens se sentent rabaissés, infantilisés ou ignorés, ils finissent par se détourner complètement du débat public. Pour Royal, il est urgent de réhabiliter une politique plus humaine, plus respectueuse, plus tournée vers le soin et la réparation. Cela implique de retrouver une forme de douceur, un mot qu'elle emploie avec conviction. Douceur ne signifie pas faiblesse, précise-t-elle, mais lucidité, courage et engagement sincère. C'est elle, et non la force brute, qui permet de restaurer la confiance. C'est elle qui peut réaligner les institutions avec les attentes profondes d'un peuple lassé. Des scandales, des invectives et des postures guerrières. Une France fatiguée des excès, traumatisée par les violences sociales et les crises successives, mais encore capable, si elle le veut, de renouer avec l'esprit de service public qui fut jadis son socle. La reconstruction morale, selon Royal, commencera le jour où les dirigeants cesseront de penser à leur propre popularité pour se souvenir que gouverner, c'est protéger, encourager et soutenir un peuple qui, malgré tout, n'a jamais cessé d'espérer. Après avoir exploré les conséquences géopolitiques, les fractures sociales et la crise morale des élites, Ségolène Royal ramène finalement le débat là où tout a commencé, la justice. Car pour elle, l'affaire Sarkozy n'est pas seulement une affaire judiciaire, c'est aussi le révélateur d'une tension fondamentale entre pouvoir politique et responsabilité démocratique. Un test grandeur nature pour savoir si la République française est capable de regarder ses propres dirigeants avec la même exigence que ses citoyens ordinaires. Lorsque la condamnation de Nicolas Sarkozy tombe, une partie du pays s'indigne, une autre applaudit, mais Royal insiste. La justice n'a pas puni un président, elle a sanctionné un justiciable. Elle refuse l'idée qu'un ancien chef d'État pourrait bénéficier d'un traitement particulier au nom de son statut ou de son passé. Dans une république saine, il n'y a pas de privilège d'impunité, martèle-t-elle. Pour elle, accepter la décision du tribunal, même si elle dérange, même si elle bouscule, est un acte de maturité démocratique. Elle rappelle que la peine prononcée n'est pas une vengeance. Elle représente la conclusion d'une enquête minutieuse, d'un travail long, rigoureux, fondé sur des faits avérés. Les preuves de financements illicites, les écarts comptables massifs, l'usage clair de moyens occultes ne laissent, selon la justice, aucune zone d'ambiguïté. Et pourtant, l'ancien président continue de clamer son innocence. Royal y voit un refus d'assumer. Une forme de déni préoccupante, surtout lorsqu'on mesure les conséquences politiques et humaines évoquées dans les précédents. Mais pour elle, l'essentiel n'est pas dans la condamnation elle-même, il est dans ce qu'elle révèle. L'affaire expose des mécanismes souterrains que les Français ne soupçonnaient pas. Réseau d'intermédiaires, circuits parallèles de financement, stratégie d'influence à l'étranger, liens troubles avec des figures controversées. Elle dévoile un modèle politique qui, loin de l'idéal républicain, se rapproche dangereusement d'une logique de prédation du pouvoir, et cette révélation brutale explique, selon elle, la perte de confiance massive envers les institutions. Royal souligne également que cette affaire a laissé des traces profondes sur celles et ceux qui en ont été indirectement victimes. Les électeurs trompés, les adversaires ne faussés, les citoyens privés d'un débat équitable. Elle évoque ce qu'elle appelle le droit légitime à une élection honnête. La démocratie repose sur un principe simple. La compétition politique doit se dérouler dans un cadre juste. Or, dans ce cas précis, dit-elle, ce cadre a été déformé au point de rendre le résultat discutable, non pas dans sa forme légale, car les urnes ont parlé, mais dans son équité morale.
Elle insiste toutefois sur un point primordial. La France doit se relever de cette affaire non en cherchant la revanche mais en tirant les leçons nécessaires. La justice a fait sa part. Maintenant, c'est à la politique de faire la sienne. Comment garantir la transparence des financements? Comment instaurer un contrôle indépendant, réellement efficace? Comment assurer que jamais plus une campagne présidentielle ne puisse être faussée par des fonds étrangers ou des opérations clandestines? À travers ces questions, Royal ouvre un débat essentiel. Et ce débat se double d'une réflexion plus large sur l'avenir de la République. Pour elle, reconstruire la confiance passe par 3 étapes. Dire la vérité, sans détour, même lorsqu'elle dérange. Protéger la démocratie en renforçant les garde-fous institutionnels. Humaniser la politique en renouant avec la responsabilité morale des dirigeants. Ce triptyque qu'elle met au cœur de son discours apparaît comme une réponse possible à la crise de sens qui traverse le pays. Elle affirme d'ailleurs qu'il ne s'agit pas d'une posture politique mais d'une exigence citoyenne. Les Français ne veulent pas des héros parfaits, ils veulent des dirigeants sincères et courageux. Autrement dit, des responsables capables d'assumer leurs actes, de reconnaître leurs erreurs et de défendre l'intérêt général avant leur propre carrière. Dans la conclusion de son propos, Royal adopte un ton presque apaisé. Après des pages d'analyse sévères, elle rappelle que la France reste une nation forte, dotée de ressources intellectuelles, sociales et morales exceptionnelles. Les crises qu'elle traverse ne doivent pas masquer sa capacité à se réinventer. Et c'est justement parce que cette capacité existe encore qu'il est urgent de tirer les enseignements de l'affaire Sarkozy, non pas pour condamner éternellement le passé, mais pour sécuriser les fondations de l'avenir. En filigrane, une question demeure, cette affaire marquera-t-elle un tournant? Deviendra-t-elle l'occasion d'un sursaut collectif ou restera-t-elle un scandale de plus, absorbé puis oublié? Pour Royal, la réponse appartient désormais au peuple et à ses représentants, mais une certitude demeure, la République sort toujours grandie lorsqu'elle trouve le courage d'affronter ses propres failles.